Kalimera à toutes, Kalimera à tous, pardonnez mon mauvais grec, et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur le film Dodo. Le 2 août, nous avons reçu le réalisateur grec Panos H. Koutras pour une projection en avant-première du film Dodo. Cette projection s'est terminée par une rencontre entre les spectateurs et le réalisateur, le tout en partenariat avec l'association Solidarité Normandie-Grèce. Vous entendrez notamment Philippe, un membre de cette association, il est grec et professeur de cinéma. Un grand merci à eux. Bon, ouais. Vous voyez, c'est important quand même de laisser dérouler tout le générique d'un film parce que c'est toutes les personnes qui ont participé au film, tous les partenaires. Et d'ailleurs, vous avez vu passer au passage le logo de la région Normandie, donc on ne vous a pas menti. Elle était bien là à la production du film. Merci d'accueillir Panos Koutras pour Dodo, que vous venez de découvrir. J'espère que vous avez pris du plaisir à ce film, autant que moi, j'en ai eu à le découvrir au Festival de Cannes, un moment assez insolite où la salle était totalement en délire. Et puis, oui, merci d'être là. Efkaristo, poli. Écoutez, on va échanger avec Panos et puis Philippe. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, non, mais Philippos, ça va aller. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure dans le hall, comme prévu, avec Solidarité Normandie-Grèce pour un moment convivial. Mais peut-être, là, Panos, pour entrer dans le vif du sujet, il vient d'où ce dodo, là en dehors de Lewis Carroll, qu'est-ce qui vous a amené à en faire un personnage aussi important de votre film ? C'est drôle parce que maintenant que je revois le film, même avec ce recul qui n'est pas très long, mais c'est vrai qu'on a fait le film pendant le Covid. En fait, on a fait le film en plein Covid. Et c'était un cauchemar, c'était un enfer, vraiment. Et maintenant, quand je vois que maintenant on est un peu relax, je ne sais pas comment on va être en septembre, mais maintenant on est un peu plus relax, je me dis comme c'est bizarre que le film traite d'un sujet qui, enfin, ils disent dans le film que ah oui, peut-être qu'il a la maladie d'oiseau et peut-être c'est un porteur de... Voilà, c'est une menace et nous, on a tellement souffert du Covid. En plus, à chaque fois, à chaque présentation du film, je dédie le film à plein de gens parce que j'ai pas mal de gens que j'ai perdus, enfin qui sont morts pendant ces dernières 2 ans, qui n'ont jamais vu le film fini. Voilà, alors voilà, c'est un oiseau disparu que je fais revivre et qui revient pour semer la panique. En fait, voilà, c'est drôle parce que maintenant je vois la liaison avec tout ce qui s'est passé les dernières années. Voilà, alors j'avais toujours l'idée de faire un film sur un intrus qui vient chez nous et au cours de cette intrusion, on se rend compte que en fait, c'est notre sauveur. C'est celui qui a fait intrusion, mais peut-être que c'est lui qui nous donne la réponse de tout. Voilà. Oui, parce que c'est ça le c'est un oiseau qui débarque comme ça. Alors, l'autre raison qu'on pourrait souligner par rapport au dodo, c'est sa relation avec l'être humain, parce que et c'est dit dans le film, hein, c'est un oiseau qui a disparu parce que par l'être humain. Oui, par l'être humain, enfin, parce qu'ils s'en foutaient, parce ils ont tué tous les oiseaux à l'espace de 80 très rapidement, c'est une des races qui a le plus vite disparu à cause de l'être humain. Oui. Mais par ailleurs, par rapport à ce que vous dites,
il est extrêmement intéressant. Donc, il vient un peu comme un trouble fête, hein, puisqu'il s'agit d'un mariage. Et en même temps, il va révéler les vérités de chacun. Donc, c'est un peu ça Oui, que vous avez voulu en faire. l'idée, c'est Et ce qui est intéressant aussi, c'est c'est le dodo. Est-ce qu'il est vraiment très loin de celui qui avait imaginé Lewis Carroll, mais il est totalement bigarré, un peu comme vos personnages, je trouve. oui, en fait, c'est pour quelques-uns, c'est l'ange exterminateur, pour d'autres, c'est l'ange gardien. En fait, c'est la même chose. Mais Lewis Carroll, c'est intéressant parce que euh, dans l'Angleterre victorienne, ils ont rapporté le squelette d'un dodo. Alors tout le monde, dans l'Angleterre victorienne, tout le monde était très fasciné par les cirques, par les frics. Alors, ça a fait un grand succès. Et Lewis Carroll, il a été justement très fasciné par ça. Or, le nom de Lewis Carroll, son vrai prénom, c'était Dodgeon, Louis Dodgeon. Mais lui, il bégayait. Enfin, il bégayait sérieusement. Alors, chaque fois que lui demandait son nom, il disait Louis Dodgeon. Alors, non, mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. Alors, quand le dodo est apparu, et lui, il était complètement fasciné, il s'est complètement identifié à Dodo, et c'est pour ça qu'il a fait un des rôles de Alice au Pays des Merveilles. Enfin, voilà. Ça pour dire que pour moi, c'était un peu un point de départ parce que j'étais toujours fasciné par cet animal. J'étais un grand fan d'Alice au Pays des Merveilles, qui encore, quand j'aurais lu enfin, j'aurais lu plusieurs fois, mais là, j'aurais lu pendant que j'écrivais le scénario et encore, je suis émerveillé par... Enfin, je dis, mais comment, qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur, vraiment? Parce que c'est vraiment très fou et très profond et très poétique, cette œuvre. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce que vous en faites, parce que c'est à la fois un monstre un peu inquiétant, parce qu'on ne sait pas, il a un petit côté finalement, des fois Jurassic Park, et puis par ailleurs, finalement, ce qu'on découvre, c'est qu'il adore le popcorn, comme tous les spectateurs de cinéma, sauf ici, évidemment, personne ne mange de popcorn, mais voilà, c'est assez croustillant comme. Oui, c'est-à-dire que c'est un neutre qui fait peur, mais il est ridicule en même temps, qu'il est laid, mais séduisant, et que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se sauver parce qu'il ne pouvait pas voler. Parce qu'il n'avait jamais rencontré, il n'avait pas d'ennemis là où il était. Alors, ses ailes étaient trophiées. C'est pour ça que quand l'homme est arrivé, et il n'avait jamais vu l'homme, alors il était très amical avec l'homme, sauf que l'homme n'était pas très amical avec lui. Voilà. Alors, bon, tout ça pour... moi, c'était un peu l'idée de faire quelque chose que je voulais depuis longtemps faire, parler en tant que grec ou européen d'une société qui était un peu en crise ou un peu en train de se remettre en question. Voilà. Et ça m'a semblé le bon moment, et ça m'a semblé le bon animal et la bonne société pour faire ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors on va laisser. Parce que je peux continuer, enfin, je suis très bavard. On va laisser Philippos il est tard et tout, mais... intervenir, mais évidemment, n'hésitez pas à me faire signe et j'interviens et vous donne le micro. Oui, allez-y. Philippos, je sais qu'il a préparé 17 questions, et moi j'en ai 25. Voilà. Alors, donc, mais moi, mais n'hésitez pas, hein, c'est vraiment... Est-ce que vous voulez intervenir dès Alors, maintenant? je voudrais... Est-ce que vous avez des questions ou des questions? Ou même des remarques par rapport au film, des critiques, bonnes ou mauvaises? Mais oui, non.
Non, pas les mauvaises. Alors, juste les bonnes. Voilà. Ah oui. Ah, alors vas-y, à toi, Philippe. Des 5 questions. OK. OK. Donc, votre film fait 135 minutes, ce qui est votre projet le plus long jusqu'ici. Est-ce que vous pensez aussi que c'est le... J'avais beaucoup de personnages. Oui. Oui, il y a une galerie de 14 personnages, hein, C'est on ça, en oui, parlera. oui. Vous avez aussi réuni un grand casting avec beaucoup d'acteurs connus en Grèce. Est-ce que c'est le film le plus ambitieux jusqu'ici? Est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés pour arriver à faire ce film? Et je t'ai dit, on s'est dit, c'était en plein Covid. Or, il y a quelque chose, il y a un paradoxe qui est très intéressant. Parce que tous ces acteurs, enfin, j'ai toujours mélangé les acteurs, dans tous mes films, les acteurs et les acteurs non professionnels. C'est-à-dire le garçon syrien qui est un garçon syrien qui a vécu tout l'enfer qui est... Enfin, il a vraiment vécu ce qu'il raconte, c'est-à-dire il est venu il est parti de Syrie, il est venu de Turquie, il est arrivé à Lesbos, il est allé de Lesbos aux frontières, il a passé à Macédoine du Nord, enfin il a fait le tout en bus avec sa sœur et tout, enfin c'est un vrai, et il est arrivé à Paris, et le deuxième année qui était à Paris, il était mannequin de l'année, parce que, voilà, parce que c'était comme... Il avait la chance de trouver un agent, il est devenu mannequin. Je l'ai trouvé, mais c'est vrai qu'il n'était pas acteur. Et la fille qui est elle est non-binaire, elle n'est pas actrice du tout. C'était la première fois, enfin ces gens-là et la fille était la première fois dans leur vie qui étaient devant la caméra. Or, le père, la mère et tout ça sont des gens très très connus, des acteurs en Grèce. Alors c'était très intéressant de mettre les gens professionnels, les gens non professionnels ensemble et de voir comment ça réagit. Et je pense que ça a bien marché. Et, alors voilà, oui, c'était ambitieux de ce côté-là. Ce n'était pas parce que j'avais des stars, c'était parce que j'avais des stars, mais à côté, j'avais des personnes qui n'ont jamais été devant une caméra. Mais ce qui est étonnant, Panos, par rapport à à tout ça, c'est que, on vient de le dire, il y a dans le film 14 personnages. Et encore, il y en a un qui est absent, et qui n'apparaît pas. Peut-être il aurait pu apparaître, je ne sais pas. Qui est le mari. Voilà, vous nous le direz. Mais voilà, c'est inhabituel par rapport à vos films précédents, peut-être pas par rapport à Moussaka. Oui, c'est un film. Mais dans c'était un peu plus, voilà, c'est un peu plus choral. Oui. Et on sent que voilà, c'est une famille qui vous appartient. On sent qu'il y a Mais c'était mon idée. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez bien, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que, mais c'est ça qui fait partie. En Grèce, vous savez, la Grèce est la porte un peu de l'Orient à l'Occident. C'est-à-dire que tous les migrants et les réfugiés, ils passent par la Grèce pour venir en Europe. Alors, pour nous, c'est... Parce qu'il y avait beaucoup de gens, ils me disent pourquoi. Et pour nous, c'est une banalité, si tu veux. C'est un quotidien d'avoir plein de Syriens, de réfugiés. C'était un peu le sujet déjà de Xenia, d'ailleurs. Oui, c'est de deuxième génération. Et là, c'est carrément des gens qui arrivent. Alors, voilà. Et ça m'a semblé important d'inclure tous ces personnages dans ce monde. Comme, par exemple, que ça c'était bien avant la crise, la fille ukrainienne, c'est vraiment une fille ukrainienne, et la fille géorgienne, c'est vraiment une fille géorgienne, l'albanais, c'est un albanais, et le syrien, c'est un syrien. Voilà. Mais c'était drôle parce qu'on a bien tourné, quand tu vois, il y a Irina, qui est l'ukrainienne d'origine, et Tina qui est géorgienne, ça c'était bien avant toutes les histoires qui ont... Voilà. L'instinct soviétique. Mais sur la famille elle-même, parce que c'était un peu
Philippos, déjà dans ce trait-là, il y avait le père qui cherchait sa fille. Et puis dans Xenia, les deux garçons qui cherchaient leur père. Et là, il y a toutes ces questions de famille qui sont encore présentes, on le sent. Et puis, à nouveau, la question de la paternité. Donc, c'est des choses qui vous touchent profondément, la famille. Est-ce que c'est lié, par exemple, j'ai peut-être une connerie, est-ce que c'est lié à la tragédie non, pas à votre famille, mais à la tragédie grecque, où il y a toujours ces histoires de famille. Oui. Non, la famille, c'est quelque chose. Enfin, la famille, pour moi, c'est très. Ça revient dans mes films. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le critique qui le dit. Moi, je le fais inconsciemment, mais c'est vrai qu'il me semble un bon. Je pense que en ce moment, la famille, c'est une question très importante pour nos sociétés. Et pas la famille classique seulement nucléaire, nucléaire on dit, mais la famille qu'on forme, la famille, enfin l'idée de former des familles, comme une famille européenne peut-être, comme une famille un peu plus large. Et ça a toujours été, en tant que quelqu'un, en tant que gay ou quelqu'un qui cherchait toujours une famille en dehors de ma famille naturelle, c'est-à-dire, voilà, parce que je m'en dis, je devrais avoir des gens comme moi. Il m'a semblé toujours très important d'avoir une famille. Soit que c'est une famille qu'on crée nous-mêmes, parce que pour moi, c'était la seule façon. Et en fait, pour moi, pratiquement dans la vie, c'était la façon que j'ai pu avancer de la vie. C'était soit les relations, soit les amis, soit les gens qui m'ont entouré. Voilà. Oui. C'était où? Oui, attendez, je vous apporte le micro pour que tout le monde. Non, parce que sinon, ils ne vont pas vous entendre derrière. Okay. Ah oui, il est allé derrière toujours. Par rapport au thème de la famille, justement, on se demandait le personnage d'Alexis, donc l'enfant caché. Illégitime. Oui. Et à la fin, on le voit plus, il disparaît. Oui. Et donc un peu ce que ça représentait pour vous, comment, voilà. Mais à la fin, il dort parce qu'il a pris des médicaments et parce qu'elle lui donnait des médicaments. Oui, c'est pas qu'il est disparu, mais à la fin, je pense que ce qui est important à la fin, si vous voulez, c'est ce qu'ils disent plutôt, la mère dit à la fille, pour moi. C'est-à-dire que c'est la citation de Lewis Carroll, quelle route je dois prendre à partir de maintenant. Après tout ça, elle lui dit que, enfin, ça c'est pas elle qui lui dit, c'est Lewis Carroll, parce que c'est les phrases de Lewis Carroll, où elle lui dit que c'est pas très important. Est-ce que tu sais où tu veux y arriver? Elle dit non. Alors c'est pas très important quelle route tu prends. Il suffit de marcher longtemps. Et pour moi, c'est ça qui est un peu aussi, si vous voulez, après tout ce qu'on a vu, c'est ça l'important, parce que, comment dire, toutes les sociétés, toutes les familles ont des problèmes, on arrive à un moment d'impasse, et il arrive toujours un moment qu'on dit qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut, voilà. Mais il y a toujours, je pense, la réponse, c'est de continuer à marcher. Voilà, de continuer. Quelqu'un d'autre ou... Je ne sais pas si je répondis à votre question, pour vous dire la vérité, mais... Est-ce que vous voulez préciser? Faire préciser? Oui, c'est-à-dire, pourquoi... Vous avez demandé pourquoi Alexis est disparu? Qui n'est pas là à la fin. Ouais. Mais il dort. Enfin, Il on ne dort. voit pas Angelos non plus. Enfin, c'était un choix de ne pas montrer tout le monde à la fin. D'accord.
Parce Et c'est qu'il- tombé sur lui, le personnage de l'enfant qui a été caché et puis là qui est révélé. C'est par hasard. Quoi? C'est un hasard le fait que vous ayez choisi ce personnage-là. Donc Alexis, où on découvre qui finalement qui est le fils. Illégitime, Voilà. oui. Mais il est là. Il a un peu le même rôle que le dodo finalement, l'étranger. Est-ce qu'on peut voir un lien, oui, entre Mais le le dodo dodo, c'est l'étranger. Mais Alexis aussi finalement. Et Khalil aussi. Oui. Et Tina aussi. Oui, ok. Et tout le monde, comme elle dit, la mère, elle dit à un certain moment, on est tous étrangers ici. Parce que cette ville-là, c'est un domaine qui ne les appartient plus. Alors, ils sont des étrangers dans leur propre place. C'est un peu, ça revient un peu à ce qu'on disait au Alors, début, tout c'est le que monde- tout le monde est vous perdu en savez, fait. et c'est très drôle parce que je pensais, et on n'y pense jamais, que maintenant, enfin pour nous les Grecs, c'est peut-être un peu plus... Ça pourrait avoir plus d'essence, mais c'est-à-dire qu'avec la guerre maintenant en Ukraine, c'est drôle parce qu'on se rend compte que tout est très, très fragile, que tout le monde peut devenir migrant. C'est vrai que c'est difficile qu'il y a peut-être les Français qui deviennent migrants parce qu'il y a une guerre. C'est vrai que c'est un peu dans la sphère de science-fiction, mais dans une possibilité, si vous voulez, tout le monde peut être un migrant et tout le monde peut perdre son argent. Les classes moyennes ne sont pas celles qui étaient il y a 10 ans. Tout bouge. Il me semble que tout bouge. Enfin, si vous voulez, oui. Et je vous dis, pour moi, c'était aussi un... Oui, voilà, je réponds à toutes tes questions. Et pour moi, je suis très bavard, je sais. Et pour moi, c'était comme je passais une crise de Moyen Âge, Moyen Âge, on dit? Non, pas l'âge moyen, l'âge middle age Oui. crisis, comment on dit? C'est bien, Moyen Âge, c'est drôle. Le Moyen Âge, non, c'est pas. Mid-age. Middle age crisis. Mid-age. L'âge de la crise de l'âge De la quarantaine. plutôt. C'était Voilà. pas la crise de la cinquantaine, comment ça? Enfin, mon Hein? copain m'a dit, quand Allô, je lui ai dit, merde. quand j'ai dit que j'ai un middle age, il m'a dit, combien de middle age crisis tu vas avoir? Enfin, voilà. Mais je veux dire que pour moi, c'était la fin de toute une ère que je ressentais. En moi, la Grèce aussi, parce qu'il y avait la crise et tout, et c'est vraiment quelque chose qui finissait. Mais il me semble qu'aussi, en France ou partout, il y a on est en train de vivre un tournant, que les choses ne sont pas ou ne doivent pas être comme avant. Ils sont en train de changer. Et même si on ne se rend pas compte, ou même si on essaye de... Évidemment, tout va ressembler comme avant. Tout doit changer pour rester le même. Hein? C'est la fin. Mais je veux dire, et c'est la même chose dans le film. Enfin, tout le monde il se réveille le matin, le dodo n'est pas là. On ne sait pas si le mariage va se faire. On imagine. Tout le monde est là. Alexis, il dort. Et Angelos aussi, parce qu'ils ont trop bu. Et lui, il était trop distrait. Et Alexis, alors il dort, mais après, il va se réveiller. Après, ça va se passer. Enfin, la vie va continuer comme elle était, un peu différente quand même. Un peu différente. Et il me semble que c'est comme ça que nous, en ce moment, on vit ça. Les choses sont un peu différentes après le Covid, les guerres et tout ça. Peut-être on ne se rend pas compte vraiment, mais ils sont un peu différents. Oui, oh monsieur.
Bonsoir. Je crois que vous avez répondu à la question. En fait, pendant le film, je me suis demandé plusieurs fois si le film, c'était pas une parabole de la Grèce, en fait, avec les migrants, la dette, enfin, la crise et tout ça. Mais je pense que vous avez un peu répondu à ma question. Oui, pour Ouais, la le Grèce, mais résultat aussi de pour l'Europe, oui. l'Europe, pour le Oui, c'est monde, ça. oui. Pour moi, c'était un peu plus général. Oui. Philippos? Ok, un trait caractéristique de vos films, c'est la représentation de cellules familiales non traditionnelles, avec par exemple un couple homosexuel, des enfants adoptés qui peuvent être des enfants immigrés, des enfants d'autres mariages, etc. Dans Dodo, votre intérêt pour la famille queer s'ouvre pour inclure aussi la question de la classe sociale. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau choix? Je ne sais pas si je compris très bien, mais enfin, je pense que dans ces films, dans mon film, les différences, j'ai toujours pris les différences comme un état donné, comme quelque chose qui était déjà là, qu'on ne se demandait pas trop. C'est-à-dire qu'il y a un garçon qui peut faire l'amour avec le jardinier, après peut faire l'amour avec la fille de la maison, et une fille qui peut être garçon, mais aussi fille. Il y a un père qui peut trouver une non-binaire, voilà, une mère qui peut trouver enfin, Angelos qui est amoureux du jardinier, mais en même temps, enfin, que tout est fluide et tout le monde peut aller avec tout le monde. Et il n'y a Oui, pas c'est de ce qui, problème. c'est ce qui est très beau Il n'y a dans pas le de film, et problème, enfin. c'est peut-être grâce au dodo, on ne sait pas, parce qu'il est lui-même tellement bigarré et Ouais, tellement asexué que, en fait, il fait des œufs. oui, il fait des œufs, mais on ne sait pas très bien de quel À la sexe il fin. est quand même, franchement. À la fin, on Panos. comprend. Oui, C'est un film de femmes, quand même. tout ça a l'air totalement normal en fait. Il n'y a pas de problème à ce que on Enfin, le voyage. dodo est un problème. On voyage Mais- d'une sexualité à l'autre Oui, ou de mais les non-sexualité à sexes et l'autre. les genres, les genres et les sexes, c'est vraiment quelque chose oui, dans le Oui, film. mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans votre cinéma, de manière générale, c'est que vous vous intéressez beaucoup à la sexualité. Vous en avez parlé dans Strella, dans Xenia, ici maintenant, dans Dodo, mais que vous la représentez pas tellement à l'écran. Ça vous intéresse pas, ça? On a le sentiment. Vous voulez dire qu'on ne voit pas les queues, les Exactement. fesses, Bah, je sais pas, dans des tas de films, Oh, quand on parle de sexualité, on voit la Si, sexualité, Estelle, enfin, et vous la montrez pas finalement. si, il y a des films où on voit des zizi. Oui, il y a des films où on voit. Mais pas celui-là, parce que dans celui-là, bon, Mais s'il n'y pas avait tellement pas... dans Xenia non plus, ou dans... Pas tellement. Ouais, bref. Euh, non, dans ce film, s'il n'y avait pas de... Bon, l'intérêt était ailleurs. C'était dans la cheminée, c'était dans Dodo, c'était ailleurs. Quelqu'un voulait intervenir? Quelqu'un veut demander quelque chose, non? Oui. Voilà. Alors bonsoir, merci d'être venu. Alors moi pour ce film-là c'est assez rigolo parce que je ne savais pas que vous étiez le réalisateur de L'attaque de la moussaka géante. J'ai vu l'affiche du film avec le titre Dodo et tout de suite ma première réaction c'était si c'est un truc métaphorique et qu'il n'y a pas un dodo qui débarque pour foutre le bordel, ça ne m'intéresse pas. J'ai regardé le synopsis et je me suis dit il faut absolument que j'aille voir ce film et j'ai pas du tout été déçu. Je me suis demandé qu'est-ce que ce dodo allait bien pouvoir apporter. Et je ne m'attendais pas à la richesse, la richesse de la chose. C'est-à-dire, là, vous avez quand même réuni des personnages qui se rencontrent au même moment, qui vivent tous leur crise personnelle, et qui, avec la rencontre de l'étranger, se voient donner la possibilité d'une autre voie. Et surtout, quelque chose qui est assez intéressant, c'est ils se posent tous la question de ce que ça aurait pu être. Et ça, c'est une question que j'aimerais que vous précisiez un petit peu.
l'idée de ce qui n'a pas été, un peu comme ce dodo qui aurait pu survivre pendant ces 300 ans, mais qui n'a finalement pas été. Finalement, il y a quelque chose qui peut réapparaître, un peu comme le destin des personnages qui se prennent à se réinventer une vie et peut-être à se dire, bah, plutôt que de rester dans la crise, c'est-à-dire dans quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, peut-être vouloir essayer autre chose. Est-ce que c'est pas ça que représente un peu le dodo? Merci, d'ailleurs. Merci pour les mots gentils. Oui, vous savez, quand j'écrivais les scénarios, je voulais pas. Enfin, c'est vrai, c'est ce que vous dites. En même temps, je voulais pas que ça soit. Ce n'est pas, comme je dis avant, pour quelques-uns, c'est un ange exterminateur, pour d'autres, c'est un ange gardien. Ok, c'est vraiment un catalyseur. Mais en même temps, comme dans la vie, les grands événements ou les grands catalyseurs ne font pas vraiment changer la vie énormément. C'est-à-dire, oui, ça nous change la vie, mais en l'apparence, on continue à mener la vie qu'on a menée. Et c'est ça quelque chose que j'ai appris par l'âge. Peut-être que tout ce que, enfin, comme on attendait les princes charmants, par exemple, on attendait les grands d'offres, on attendait ça et ça, et peut-être c'est arrivé, mais finalement, rien ne change énormément, mais quand même quelque chose change, mais pas spectaculaire. Alors, je ne sais pas si le dodo n'était pas... Oui, c'est une hypothèse. Peut-être le monde serait différent, peut-être non. Mais ou comme la vie de ces gens-là, peut-être le lendemain va être différente, beaucoup ou pas beaucoup. Mais une chose est sûre, qu'il y avait un truc qui est arrivé qui pourrait leur donner une option d'une autre vie. Quelques-uns vont la saisir, d'autres non. Et la vie va continuer en apparence la même, comme notre vie. C'est-à-dire, bon, maintenant, il y a la guerre en Ukraine, il y avait le Covid, il y avait Tchernobyl, dans ma génération. Et est-ce on a changé énormément? En apparence, moi que je suis plus vieux, enfin, avec quelques-uns qui peuvent partager mon âge, pas tellement, on continue à être le même, mais différent d'une manière. Pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, je pense. C'est-à-dire qu'avec des dodos qui arrivent, qui donnent des signes, on prend des signes, quelques-uns réfléchissent plus, d'autres moins, qu'on continue Mais c'est important parce que, quand même, tu vois, c'est bien d'être humain et d'être comme on est, avec les fautes ou non. C'est-à-dire que c'est ça qui fait... Là, je vous réponds pas, je suis un peu obscur peut-être, mais je vous ai répondu un peu, non? Okay. Ça convient très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Priorité au public. Oui. Priorité au public. Avant le monsieur. J'arrive. Oui, moi je me suis très bien retrouvée dans ce film sur les aspects aussi de ce qui est représenté dans la société grecque. Mais la question, elle n'est pas là. Je voulais savoir pourquoi le dodo. En fait, ça aurait pu être un animal préhistorique. Pourquoi avoir choisi une espèce qui a disparu et qui a été maltraitée, comme pas mal d'autres espèces d'ailleurs, par l'humain. Plutôt qu'un animal préhistorique, ça aurait pu être un ptérodactyle, moi je ne sais pas. Ça aurait pu être un autre... Oui, je vais vous donner la réponse. Parce qu'on lui a demandé, mais pourquoi pas un mammouth? Et en fait, c'est parce que le mammouth n'aurait pas tenu dans la cheminée, tout simplement. Il fallait qu'il soit de petite taille. Non, mais ce qui est intéressant dans le dodo, et on l'a évoqué, c'est son côté bigarré aussi, qui apporte des couleurs à la fois à tous ces personnages.
Parce que tous les personnages sont bigarrés, mais aussi au film, d'une certaine Mais manière. c'est qui je trouvais intéressant pour Dodo, à part sa culture un peu pop, parce que j'appartiens dans une culture pop. Pop et kitsch. Aussi, si tu veux, oui, et plein d'autres choses. Mais je veux dire, c'est carrément les spécimens. En fait, c'est le symbole de l'espèce exterminée par l'homme. Pas par un météorite, pas par le temps, par les changements climatiques, mais par l'homme. Alors ça, c'est pour ça que on a pris la peine de faire la séquence avec la bande dessinée, qui était d'ailleurs très très compliquée à faire pour, tu vois, où l'homme justement tuait et carrément massacré, parce que c'est vrai, ils ont massacré, même pour le plaisir, pour tuer, mais carrément, ils ont tué tous les dodos en l'espace de quelques années. Voilà. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce que l'homme a fait. C'est l'homme qui fait son destin. C'est l'homme c'est nous qui, par nos actes, qui nous sommes définis. Au-delà de ça, ça ramène quand même Panos à des choses comme le conte, comme on l'a dit, Lewis Carroll. Oui, tout ça fait partie aussi oui, de ton aussi. identité, de ton histoire. Voilà, il y avait aussi le côté conte de fées qui m'intéressait beaucoup, comme dans tous mes films. Je crois beaucoup, enfin, des fois je dirais que mes films sont un peu de contes, enfin, pour enfants, enfin, pour des enfants pervers peut-être, mais pas pour des enfants. Mais j'aime bien ce côté, oui. Je posais la question parce que pour moi, c'est justement une partie forte, le fait d'avoir choisi le dodo et justement une espèce qui disparut du fait de l'humanité. Donc, c'est un peu pour ça que je posais la question, parce que pour moi, c'est pas anodin d'avoir choisi en dehors de l'aspect punk et autres qu'on peut lui donner. C'est aussi d'avoir fait ce choix-là, parce que pour moi, c'est en dehors de tout ce vous avez déjà dit sur ce que ça représente de nos réalités et de nos sociétés actuelles, je trouve que c'est quand même aussi un élément fort, quoi. Alors, là, je dois ajouter, parce qu'on a fait beaucoup de recherches pour les dodos, et je dois spécifier ça pour des raisons académiques et scientifiques, qu'on a fait beaucoup de recherches avec les paléontologues. Alors, il y a... alors que... Parce qu'on n'a jamais trouvé un squelette de dodo entier. Ok, on a trouvé des morceaux qu'ils ont récomposés, mais on n'a jamais vraiment trouvé un squelette entier. Mais on sait très très bien comment il était, la taille et tout ça c'est correct, et on a suivi à la lettre. Or, on ne savait pas jusqu'à maintenant les couleurs. Alors, parce qu'il y avait plein de représentations, et comme ils sont délirés dans 19e, fin 18e et 19e à faire des peintures par des récits, ils ont fait des dodos rouges, jaunes, enfin plein de dodos, et de plein de couleurs. En fait, il paraît que le dodo, il était tout simplement beige-gris. Il n'y avait pas de couleur, tu vois, vraiment. Parce que, voilà. Enfin, je ne veux pas vous embêter avec des histoires, mais il paraît que voilà. Alors, mais moi, j'ai décidé de le faire un peu folie bergère, un peu plus, voilà. Très coloré. Plus coloré. Et ça a influencé aussi, j'imagine, le reste du coloris du film, avec toutes les robes, tous les décors. Tout... Oui, parce que je me suis dit, bon, enfin, voilà. Parce qu'il y a aussi des représentations de dodo très colorées par des gens. Alors déjà, c'était dans l'imaginaire. Or, ce qu'on ne savait pas, et les paléontologues ne pouvaient pas me donner une réponse, c'est quoi? Comment les sons? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Là, ils m'ont dit, bon, tu crées, vraiment, tu fais tout ce que tu veux. Alors, c'est ce que vous entendez. C'est en partie moi qui fait comme ça, et en partie un garçon belge qui est un chanteur autiste, magnifique, un garçon qui peut imiter les voix des animaux, mais c'est vraiment très étonnant qu'on est allé en Belgique l'enregistrer.
Et voilà. Alors, c'est un mélange de. Voilà. Alors, C'est toi qui fais le. oui, pas tout. Lui et Lou Bollet. Voilà. Voilà. Alors, mais tout le reste, c'est très scientifique, c'est très, enfin, et ça d'ailleurs, j'aurais adoré qu'il y ait un National Geographic ou tout ça qui met en couverture les dedans. J'aurais adoré, mais bon, c'est pas fait. Il y avait une intervention là, non? Il y a madame. Non. Oui, il y a une chose qui m'étonne, c'est que vous proposez des choses qui bousculent, il y a des tas de choses qui peuvent être remaniées, repensées, mais à la fin, le mariage semble avoir lieu. On pouvait imaginer qu'il n'aurait pas lieu. Et on ne sait pas vraiment, on ne voit pas le final complet. Hein. Voilà. Donc on ne voit pas le final, on ne sait pas. Non. Alors et d'une autre manière, c'est une autre question. On a dit il y a 14 personnages, et il y a un grand absent en fait. Effectivement, on en parle beaucoup, on sait d'où il vient, mais il est jamais là. C'est le. Et c'est très drôle parce que j'ai lu deux critiques à Cannes où il dit une magnifique, très belle fille qui va se marier avec un très beau garçon, alors qu'on n'a jamais vu. Alors dans ma tête, il n'était pas beau. Harris qui va se marier, c'est un ami d'enfance, c'est quelqu'un qui lui a détruit la maison de poupée quand il était sous dans une fête, comme elle dit, mais il n'a jamais été beau. Voilà. Mais les gens l'imaginent carrément très très beau et ça me fait très. Et donc, vous avez décidé de ne pas le faire apparaître, cet Harris. Non. Et à un moment, vous avez hésité. Il y avait une version du scénario où il apparaissait. Celle qui a été soutenue par la Normandie. Possible. Oui, et donc il y a un problème là. C'est possible. Possible, parce qu'il y avait une version, je ne me souviens plus, je dois checker, mais je dois vérifier. Mais il y avait une version où il arrivait pendant que, le lendemain, quand le dodo est disparu, il débarque aussi. Il y avait une version du scénario là. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Madame, c'est qu'en fait, on est dans, oui, on pourrait dire à un moment une tragédie grecque, mais il y a aussi du mélodrame, il y a aussi du vaudeville. Et ce qui est toujours important, c'est malgré tout le dénouement. Et là, on vient parler d'un dénouement, mais est-ce que vous avez pensé à une autre fin potentielle du film ? On se pose la question en fait. Mais pas énormément. Non, c'était Et dans le micro. Avant la fête. Dans le micro, Panos. Ce microphone. Ah oui, pardon. Et le film est toujours, dans toutes les versions, le scénario finissait avant le mariage. D'accord. Philippe? Ok. Vous avez un regard. Ah oui, désolé. Vous avez un regard très critique vis-à-vis de l'élite grecque avec leur hypocrisie, leur fausse charité. En même temps, il y a une forme de tendresse et d'affection vis-à-vis de cette classe sociale. Toutes les classes sociales. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que le film est gentil avec les bourgeois, c'est ça? Non. Oui, il y a une forme de Je tendresse. réponds. Okay. C'est inclusif, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, bon, déjà, c'est ça, quelque chose que les gens, et ça m'a étonné dans les papiers qui ont été écrits, parce qu'on ne retient pas que c'est une famille qui est en faillite. C'est une famille qui n'a vraiment pas de sous, qu'ils n'ont pas pu réparer les chauffe-eau dans la chambre de leur fille pour son arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a carrément pas d'argent. Et ça, c'est quelque chose que je sais, parce que pendant que j'écrivais les scénarios, j'ai travaillé avec ma très chère scénariste Frédéric Moreau-Grec, française, qui a fait l'adaptation française et tout, elle me disait toujours, mais ça, c'est quelque chose qui arriverait difficilement en France. Et c'est vrai que
en Grèce, c'est une banalité. Enfin, les dernières années. C'est-à-dire les grandes familles qui ont fait faillite, c'était vraiment une banalité. C'était toutes les semaines et tout ça. Et pendant la crise, c'était très anthropophage, on dit cannibalistique, on dit ça, cannibale. C'est-à-dire les journaux C'est manger la viande humaine les quand même. histoires Mais... des familles qui n'ont plus un sou, qui gna gna. C'était vraiment c'était toutes les semaines des histoires comme ça. Mais il me semble que, comme je dis avant, au début, que c'est quelque chose qui arrive, qui est en ce moment que l'argent change de main. Enfin, en Grèce, ça a toujours été c'était normal. Mais il me semble que maintenant, l'argent change de main. Et voilà. Alors, il y a des gens qui étaient très riches, qui ne sont plus aussi riches que les gens qui ont été plus aisés, qui sont moins aisés et tout ça. Et alors, si tu veux, moi, je pensais toujours que le système capitaliste peut être très, très dur pour les gens, fortunés, oui, favored, voilà, fortunés, mais il est aussi dur pour les gens fortunés. C'est un système qui est dur, point. C'est-à-dire que ça peut aller dans tous les sens. Il y a des victimes dans tous les sens. Oui, c'est vrai que, bon, ça peut être un peu paradoxal, c'est ce que je dis, mais ce qui m'intéressait, et spécialement étant grec et après la crise grecque, c'est ça. C'est-à-dire que il y a, comme je dis au début de notre rencontre, c'est un moment où tout le monde peut devenir potentiellement migrant, tout le monde peut devenir pauvre, tout le monde peut devenir trans. Voilà. Et puis, dans votre film, il y a tout ce melting pot. On ne va pas venir vous reprocher de parler des bourgeois grecs qui auraient perdu de l'argent parce qu'ils auraient mal misé. Non, mais il y a tout. Et puis, on repense à Xenia, à Strella, où on était sur d'autres milieux. Donc, c'est pas... Oui. On n'est pas dans le cinéma français, parisien, bourgeois. Voilà. Non, mais donc, c'est pas un reproche qu'on peut faire à votre cinéma. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que cette possibilité, à notre époque, je trouve très... C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Les certitudes ne sont plus des certitudes, il me semble. Mais on va... Enfin, même excusez-moi, même dans... c'est-à-dire que si, par exemple, s'il y a une guerre nucléaire, que je pensais juste venant d'une époque, d'une génération où à l'école, dans les années 60, 70, on faisait des leçons. Qu'est-ce qu'on fait au cas d'une guerre nucléaire? Je ne sais pas si les plus âgés, ils ont eu ça. Mais là, carrément, quand je lis ça, que bon, il y a une possibilité que Poutine utilise... Non, il a dit qu'il ne le ferait pas. Oui, là, il a dit il y a une semaine. Mais je dis que bon, quand même, c'est incroyable. C'est incroyable que ça rentre dans la discussion, même comme pensée. Alors, c'était le principe de la guerre froide en même temps. Oui, mais qui revient. Mais je pensais que ça, c'était old news, tu vois. Je pensais que on était... Et ça revient. Alors, vraiment, voilà. Mais ça revient à une... peut-être on va finir par ça, mais ça revient à une question que je me pose par rapport à votre cinéma, qui est assez systématiquement une confrontation entre le fantastique, donc la moussaka géante. Je ne sais pas si vous avez vu Xenia, mais il y a un lapin géant à un moment. Et puis là, le dodo, on ne sait pas d'où il sort. Donc, le fantastique un peu débridé. Et puis, la réalité qui est toujours dure. Et ça, c'est un truc assez unique dans le cinéma, en fait.
C'est cette confrontation. Et comment vous-même, vous pouvez expliquer ça, en fait? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous avez besoin de confronter ces deux univers? C'est ma vie. Ah ben, peut-être, je ne sais pas. Et donc, Ça, c'est ma vie. vous êtes à la fois dans un univers fantastique et un univers... Ah oui. Et c'est dur. C'est franchement dur. Eh ben, Mais c'est plaisant en même temps. Hein. La vie n'est pas belle, elle est fantastique, mais elle n'est pas facile. Et en tout cas, vos films apportent toujours de la joie, malgré tout. Donc, je le dis par rapport à ce que... Il y a des gens qui s'ennuient aussi. Oui, mais si, parce que on pourrait penser que vous êtes un peu pessimiste. Et en fait, votre cinéma, moi, je trouve qu'il n'est pas, tellement et qu'il apporte de la joie. Je ne trouve pas spécialement... Enfin, si c'est optimiste, mais... Enfin, non, optimiste, non. N'exagérons rien. Oui, mais... enfin, les fins... Est-ce que tu as dit quelque chose sur les fins de mes films? Non? C'est vrai? Philippe, tu veux rien dire sur les fins des films non. Bon, bah écoutez... Bon. En tout cas, merci beaucoup d'être là, vraiment, et à Panos. D'être resté si longtemps. Moi, j'étais ravi de recevoir Panos. Merci Panos, vraiment. Merci à toi. Merci. Et merci Philippe. Merci Philippe. Merci à l'association Solidarité Normandie-Grèce. On se retrouve dans le hall. Et puis, voilà. Panos reste encore un petit moment avec nous. Et je vous rappelle que le film sort quand même, c'est important, le 10 août. Et donc, si vous l'avez apprécié... Et même si vous ne l'avez pas apprécié, tant pis, hein, parlez-en autour de vous parce qu'il est là dans nos salles et c'est important pour Panos pour qu'il continue à faire du cinéma comme on aime depuis maintenant plus de 20 ans. Merci Panos. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Je vous encourage vivement à découvrir le film Dodo, si ce n'est pas déjà fait. Il sort en salle le 10 août 2022. À très vite pour un autre podcast de luxe. N'hésitez pas à suivre nos réseaux Facebook et Instagram pour vous aussi participer à ces rencontres luxe.